On va parler du projet Hermine. C'est le premier projet donc, de la programmation 2019 qui avait commencé. C'est donc le premier qu'on restitue à la fin de sa première année. Donc c'est un projet qui s'intéresse aux espèces rares et menacées des massifs miniers en Nouvelle-Calédonie, avec l'objectif de rassembler l'ensemble des informations sur ces espèces rares et menacées, de façon à optimiser un petit peu les efforts qui sont faits pour leur conservation. Voilà, donc c'est un programme qui est mené par une équipe assez ramassée, donc l'IAC, l'IRD et Endemia. Donc le coordinateur est Gildas Gazzi, qui est présent ici, qui va nous faire l'exposé des résultats de la première année. Donc c'est un projet de 3 ans qui a commencé donc l'année dernière avec un financement d'environ 20 millions de francs CFP, un cofinancement CNRC d'environ 20 millions de francs CFP. Voilà, donc vous avez peut-être vu dans l'invitation une petite capsule qu'a fait Laurence, donc qui fait un peu le point sur les objectifs du projet. C'était important parce que c'est un projet qui n'est pas toujours facile à comprendre dans les mécanismes qui sont mis en œuvre. Et donc les intervenants nous ont expliqué très clairement de quoi il s'agissait. Donc je vous invite à la regarder. Voilà, donc l'équipe va nous parler du bilan qui va faire le bilan de ce qui s'est fait cette année, des difficultés, de l'avancement, est-ce que c'est l'avancement qu'on attendait ou pas, des difficultés qui ont été rencontrées. On parlera de la façon dont on peut résoudre ces difficultés-là, des travaux à venir pour l'année suivante et puis jusqu'à la fin du projet. Et on parlera aussi un peu des perspectives au-delà du programme, donc quand on aura cette liste, qu'est-ce qu'on en fera. Donc, voilà. Gildas, à toi. Merci. Je vais vous présenter une partie des résultats acquis durant cette première année du projet CNRT Hermine. Donc les partenaires du projet, comme l'a dit France, c'est l'Institut agronomique calédonien en tant que porteur, en partenariat avec Endemia, l'association Endemia, et l'IRD ici, et donc David Brouilly est aussi co-porteur du projet, de ce projet. Donc parmi les membres de l'équipe à l'IAC, il y avait Bruno Fogliani qui est passé à l'université depuis le début de l'année, Gilliane qui est ici présente, côté Endemia, Shankar et Genderila ici présent également. Et puis il y aura tout le panel d'experts de la liste rouge d'Endemia qui interviendra pour les évaluations. Donc c'est tout un panel d'experts que Shankar vous expliquera dans le cadre du projet. Côté IRD, donc David, Jérôme, qui est la seule personne qui n'est pas basée en Nouvelle-Calédonie, donc qui se trouve à Montpellier, et qui est d'un atout très important, notamment pour l'accès aux herbiers de Paris et de Montpellier. Sandrine, également, et Vanessa. Et peut-être le point le plus important sur le projet, Guillaume, ici présent, qui est le CDD qui est recruté pour mener à bien ce projet sur 3 ans. Donc je ferai une présentation rapide des principaux éléments du projet et ensuite je passerai la parole successivement à mes collègues qui présenteront les principaux items et les principaux résultats de cette première année. Donc en tant qu'élément de contexte, donc on est tous bien au courant qu'on est dans la 6e crise d'extinction majeure d'un point de vue biologique et d'origine anthropique. Donc tout le monde aussi ici connaît bien le fait que la Nouvelle-Calédonie est un point chaud de biodiversité majeure dans le monde, avec plus de 3400 espèces de plantes vasculaires et un endémisme évidemment, avec au moins 3 plantes sur 4 qui sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. On a également comme particularité d'avoir un fort taux de micro-endémisme, c'est-à-dire des espèces qui ne poussent que dans une vallée, sur une montagne, sur un massif, et des fois sur des surfaces très réduites. Mais également, ce qui fait qu'on est un point chaud, c'est qu'il y a également beaucoup de menaces sur cette flore et sur les écosystèmes en général. Une autre originalité de la Nouvelle-Calédonie, qui intéresse le nickel et les mineurs, donc ce sont les substrats ultramafiques qui couvrent un tiers de la surface de la Grande Terre. Et donc on a un peu plus de 1200 espèces qui sont dites des espèces ultramafiques obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne trouve que sur les substrats ultramafiques. Et un peu moins de 900 espèces qui sont dites
espèces facultatives, donc qui peuvent à la fois pousser sur substrat tramophique, mais aussi sur d'autres substrats comme les substrats volcano-sédimentaires. Donc je pense qu'à la fin de tous les travaux, on sera également amené à réviser tous ces chiffres qui vont évoluer. Florical évolue constamment en termes de nombre d'espèces, de taux d'endémisme, etc. Et puis également les espèces tramophiques obligatoires ou non obligatoires. Je pense que tout ça, c'est des données de base qu'on a actuellement, mais qui vont être amenées à évoluer au cours du projet et à la fin du projet. Donc dans les menaces, les travaux de la liste rouge d'Endémia ont montré qu'il y avait environ 43% des espèces qui ont été évaluées jusqu'à présent, qui sont menacées d'extinction à des degrés divers, en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable. Et parmi ces 43% d'espèces menacées, il y en a 43% qui sont menacées directement par les activités minières. Donc ça, c'est sur la base des évaluations qui ont déjà été faites et dont on connaît les menaces. Donc on sait aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, on a des connaissances qui sont encore très incomplètes d'un point de vue de la flore, en termes de connaissances en taxonomie et également en nomenclature. Donc il y a environ une espèce endémique nouvelle qui est décrite chaque mois en Nouvelle-Calédonie depuis l'an 2000. Et aussi on se rend compte qu'il y a des zones blanches, c'est-à-dire des zones où on n'a pas de données qui sont relativement importantes et qui nécessitent des prospections et des collectes pour améliorer les connaissances. Donc ça peut permettre d'une part de trouver des nouvelles espèces micro-endémiques, mais aussi ça peut permettre d'élargir des espèces qui sont pour l'instant micro-endémiques et qu'on pourrait retrouver dans d'autres sites. Toujours sur les éléments de contexte, donc historiquement, il y avait une prise en compte de la conservation, de la multiplication et de la replantation des espèces rares et menacées en fonction de deux grands critères qui sont trois grands critères. Donc la liste rouge internationale de l'UICN pour laquelle la liste rouge Endémia abonde, donc qui peut se décliner dans les codes de l'environnement des deux provinces, province sud et province nord. Et il y a aussi une liste des espèces qui sont dites sensibles au sens de la DIMINC. Donc ce cadre réglementaire global, que ce soit la DIMINC ou les codes de l'environnement, évidemment, et heureusement, ils évoluent pour prendre en compte les nouvelles données qui sont acquises. Et aussi, on se rend compte à travers ce projet et avec l'appel à projet du CNRT qu'il y a une volonté aussi de la part des mineurs d'être proactifs sur cette conservation des espèces rares et menacées. Mais cependant, il y a aussi le pendant. Donc on se rend compte aussi que les arrêtés d'exploitation ne couvrent pas forcément l'ensemble des taxons qui nécessitent une attention particulière. On se rend compte que des mineurs, chacun dans leur coin, font des travaux avec des bureaux d'études, avec des instituts de recherche, etc., pour la conservation, la multiplication, la culture et la replantation d'espèces rares et menacées sur des espèces qui sont a priori pas forcément en danger critique d'extinction, ou même pas en danger. Donc il y a une nécessité d'avoir une méthodologie qui intègre une échelle plus large, qui soit à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, au moins de la Grande Terre, qui intègre les différents codes de l'environnement, la liste de la DIMINC, pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace au global sur la gestion de ces espèces menacées. Et puis donc rapidement, je replace le contexte de ce projet. Donc c'est l'appel à projet du CNRT qui a été publié en 2018, donc, qui est issu de la programmation 2017 du CNRT et qui se trouve dans les thèmes biodiversité terrestre. Donc le cahier des charges et les objectifs qui étaient au départ dans cet appel à projet, je les rappelle parce que ça va servir également derrière pour comprendre les travaux qu'on a menés sur cette première année et ceux qu'on doit mener sur les 2 années qui restent du projet. Donc l'objectif, c'est donc d'élaborer une méthodologie consensuelle de gestion de ces espèces rares et menacées, établir une liste de ces espèces menacées, des plus prioritaires ou moins prioritaires, entre guillemets, sur l'ensemble des massifs en exploitation.
Donc évidemment, on se base sur les connaissances actuelles en termes de botanique sur la Nouvelle-Calédonie, par des vérifications terrain de ces espèces potentiellement ou menacées. Et donc, in fine, l'objectif, c'est de réviser ou de publier les statuts UICN de ces espèces rares et menacées, donc de les classer dans les grandes catégories de l'UICN pour savoir, pour aider derrière à la gestion de ces espèces menacées. Donc notre objectif aussi, c'était de faciliter la rédaction de plans d'action par les mineurs pour chaque massif en réponse à leurs obligations réglementaires pour suivre les codes de l'environnement et les réglementations de la DIMAC. Donc ça se fait par de la protection in situ de ces espèces menacées et puis des milieux qui sont associés à ces espèces menacées. Et le dernier volet, c'était la partie multiplication et conservation ex situ de ces espèces menacées. Donc ça, on y reviendra à la fin, mais donc c'est une partie qui n'a pas été financée faute de... Enfin, nous, avec le financement de près de 20 millions, on ne pouvait pas se lancer dans des travaux de multiplication pour arriver à des choses concrètes sur ce niveau-là. Donc on en avait parlé lors de la réunion de lancement du projet l'année dernière. Et donc ce projet a été lancé il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en juillet 2018. Du coup, je vais passer, je vais continuer sur cette slide, sur le déroulé, le planning prévisionnel du projet. Donc avec les différentes tâches qui sont sur la gauche, délimitation des contours géographiques, donc ça c'est quelque chose qui a été réalisé. C'était l'objectif aussi de le réaliser en cours de première année. L'agrégation des données géographiques également réalisée. L'établissement de la liste de taxons, on est actuellement donc, au début du 5e trimestre et cette liste elle a déjà bien avancé mais elle n'est pas encore finalisée. Donc d'ici l'année prochaine, elle sera plus ou moins fiabilisée et complète. Ensuite, il y aura la préévaluation selon les standards UICN par le groupe Liste Rouge de Randonnéa, qui conduiront derrière à des ateliers d'évaluation. Et puis je reviendrai également sur la partie synthèse bibliographique et complément de connaissances qui sont dans ce projet. Donc voilà le grand déroulé, le grand planning du projet. Et maintenant, je laisse la parole à Guillaume pour vous expliquer la première partie des tâches qui ont été conduites dans le cadre de ce projet. Du coup, merci. Comme disait Gilles, la première étape, forcément, c'est de délimiter l'aire d'études. C'est quelque chose qui a été fait, on en avait discuté lors de la réunion de lancement qui s'est faite fin juillet, donc il y a un an, en 2019. On avait à ce moment-là proposé plusieurs solutions aux différents partenaires et tout le monde est tombé d'accord sur ce qu'on a appelé l'option 3, qui est en fait définie comme une zone. En fait, on part des demandes d'exploitation. Là-dedans, ces demandes elles sont incluses dans des concessions. On prend toutes les concessions qui sont contiguës à ces concessions exploitées ou exploitées dans le futur. Et là-dessus, on rajoute un buffer de 1000 mètres pour agréger le maximum de données possible tout en évitant le biais qui est lié à la qualité des géolocalisations dans les différentes bases de données. Donc ça a été notre option 3. À ce moment-là, je ne sais plus qui avait demandé à ce que soient intégrées les demandes d'exploitation à un horizon de 10 ans. On a fait la demande aux différents partenaires, on n'a pas eu de retour, parce qu'ils ne savent pas encore, ou parce que je ne sais pas. Et donc du coup on est resté sur ça, tout en intégrant la réserve de Prony-Pernod, qui est une réserve minière et qui donc, du coup fait partie des potentielles futures exploitations. Donc ça nous a donné, à partir de cette construction-là, cette carte qui est l'ensemble de notre zone d'études. Donc ça couvre une bonne partie du massif minier global de la Calédonie. On a 3100 km² de mémoire, ce qui représente plus de 50% du massif minier global. Et qui sont répartis en 17 massifs, régions, qu'on a appelé comme ça, quand ça fait des jolies choses comme ça. Et région, on va dire que c'est plutôt ça, parce qu'en fait, c'est plusieurs, ça finit par faire une grande zone contiguë
mais qui, dans l'acceptation de tout le monde, représente en fait différentes zones, quoi. Par exemple, pour cette grande-là, qui n'est pas à l'échelle, qui fait quand même plus de 900 km², ça part de là, Bogota, là c'est Maketi, col de Pechecara, Tio Plateau, et puis ensuite ça descend sur Camp des Sapins, etc. Donc ça, c'est l'ensemble de la zone d'étude finale sur laquelle on a commencé à travailler. Une fois que ça c'était fait, il a fallu commencer à agréger les données. Alors la première chose, les premières données qu'on a cherché à acquérir, c'est les bases de données d'herbier mondial. Donc ça a été en priorité l'herbier de Nouméa ici, l'herbier de Paris qui est un des grands possesseurs de données pour la Nouvelle-Calédonie, et les bases de données du GBIF qui regroupent les données mondiales éparpillées dans tous les herbiers du monde et toutes des universités, différents instituts, etc. Donc toutes ces données, ça a été intégré dans une base de données qui a été créée dédiée au projet en interne, quoi, pour effectuer les traitements en plusieurs étapes. Donc ça passe évidemment l'intégration brute de l'ensemble des données reçues. Donc du coup on a tout ce qui concerne la Calédonie, et de là en fait on interroge ces différentes sources sur la base de, dans un premier temps, la géolocalisation. Sauf que toutes les données ne sont pas géolocalisées, donc ça nous donne un premier jeu de données. De ce premier jeu de données, on extrait des noms de localités. Alors, à partir de ces noms de localités, on réinterroge les jeux de données. Ensuite, on a des mots-clés, ce qui on réinterroge les jeux de données. Tout ça en essayant de ne pas faire de doublons. Et donc, à la fin, on a ce qui nous semble être le plus complet possible, sans se prendre la peine de passer en revue les plus de 300 000 données qu'on a pour être sûr qu'on a bien tout, quoi. C'est un lot compromis entre l'efficacité et l'exhaustivité. Et donc toutes ces données-là, à la fin, sont intégrées, comme je disais, sans doublon, dans ce que j'appelle la base toute occurrence du projet Hermine. Et au fil de ces différentes étapes, il y a à chaque fois un tri des localités aberrantes, parce que liées à des points qui sont mal géolocalisés, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas du tout situées au bon endroit, donc du coup on les enlève. Ou bien alors, en utilisant les mots-clés, là, comme ici, j'ai pris l'exemple, on a le mot-clé Goro, qui évidemment fait partie de notre zone d'étude, mais quand on interroge sur ce mot-clé-là, on se retrouve avec toutes les occurrences du Goro AT, là on les enlève, quoi. Donc là, il y a différents tris en fait qui sont faits comme ça au fil de l'intégration. Et je crois que c'était à de parler. Donc voilà, pour montrer un peu quelques résultats par rapport à cette phase numéro 2 d'agrégation des données. Donc après qu'on ait moissonné toutes les bases de données, on a obtenu quand même plus de 300 000 données. Donc c'est quand même assez énorme. Donc ça, c'est toutes les données confondues, herbier, non herbier, et dans toutes les institutions qui étaient présentes sur le GBIF. C'est-à-dire que des fois, il y a des doublons là-dedans. Donc on a été quand même assez étonné de voir qu'il y avait quand même une centaine d'institutions qui hébergeaient des données pour la Calédonie. Donc ça déjà c'est intéressant, ça permet de voir comment un peu est distribué les données concernant la flore calédonienne à travers le monde. Donc forcément, plus de la moitié de ces données elles viennent des herbiers. Donc en premier lieu l'herbier de Nouvelle-Calédonie, donc géré ici par l'IRD et l'UMRAMA, avec près de 90 000 spécimens pour toute la Calédonie. Donc c'est pour ça que l'herbier de Nouvelle-Calédonie finalement est vraiment notre outil de base dans le cadre de ce projet, et c'est pourquoi il avait été prévu dans le cadre du projet Hermine de recruter en CDD un technicien d'herbier, et c'est Christina ici présente qui a été recrutée pour donner la main justement au niveau de l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Donc elle est en contrat jusqu'à fin novembre. Et après, bien sûr, il y a l'herbier du MNHN. Donc là, on voit qu'il y a 83 000 données. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au muséum, il y a beaucoup plus d'herbiers concernant la Nouvelle-Calédonie que ça. Mais ces herbiers ne sont pas informatisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès via les bases de données à ces informations-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail aussi au niveau de l'herbier de Paris pour aller, d'une part, identifier les espèces, mais aussi informatiser certains spécimens qui peuvent être importants. Et dans ce cadre-là, avec Jérôme Musinger, on avait été en fin d'année dernière, parce que moi j'étais parti en France, donc on avait passé une semaine à Paris à travailler dans l'herbier, à déterminer les spécimens et on a informatisé quelques-uns. Donc après il y a des données, voilà, par exemple l'université de Strasbourg, on voit qu'il y a énormément de données, mais en fait c'est pas associé à des spécimens herbiers,
Ce sont plein d'occurrences liées à des inventaires phytosociologiques, par exemple. Et enfin, donc après, il y a... Non, ça marche pas. Ah, ça donc après, du coup, il y a tous les autres permis internationaux, donc Naturalis et Leiden en Hollande, Zurich, Missouri, etc. Sachant que là-dedans, souvent, il y a pas mal de doublons avec ce qui est déjà présent à Nouméa et Paris, puisque souvent on fait des duplicats, etc. Donc, ah bon. Bonjour. Prochaine, bonjour, on a commencé un petit peu, donc là on est en train de présenter un peu quelques résultats. Il n'y a pas de numéro de diapo. On est à la phase 2, on est en train de présenter les résultats de la phase 2. Continuez. Ok. Donc après, si on restreint toutes ces données, là, c'est plus de 300 000 données seulement à ce qui nous intéresse dans notre zone d'étude, donc les fameux 17 massifs qu'a présenté Guillaume, et seulement aux données d'herbier qui vont nous intéresser particulièrement parce qu'elles sont vérifiables. On a des spécimens qui attestent de la présence de ces occurrences. Et bien, on se retrouve quand même avec 56 000 occurrences, ce qui n'est pas négligeable du tout sur notre zone d'étude qui représente environ 1/5 de la Grande Terre et environ la moitié des substrats ultramatiques. Donc là, à partir de quand on a ces données, on peut commencer à les analyser et à trouver des choses assez intéressantes. Par exemple, là, ce que Guillaume il a fait, c'est qu'il a fait un maillage de 5 km² et dedans, on a le nombre d'occurrences en fait d'herbiers par carré. Donc plus on est vers pensé, en gros, plus on va avoir beaucoup de données et donc plus ça va être des zones qui vont être connues. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a des zones qui sont effectivement très très connues, c'est notamment le cas du Grand Massif du Sud, parce que proche de Nouméa et facile d'accès. Et à contrario, en fait, on va se retrouver avec des zones où on a très peu de données. C'est par exemple le cas de là où on est là. On a une surface qui est quand même assez importante avec pas beaucoup d'occurrences d'herbiers. Donc ça nous permet aussi de prioriser en fait les zones dans lesquelles on va aller travailler pour compléter ces connaissances. Donc justement en fin d'année, en septembre, on a une mission qui est prévue sur Winnet pour accumuler un peu de la donnée sur des zones mal connues. Et il y a déjà une mission qui a eu lieu dans le cadre de ce projet, c'était au Taom. Donc où là on a pu inventorier des espèces très intéressantes et compléter un peu les données sur ces massifs qui n'étaient pas forcément très bien connus. Et du coup, pour terminer par rapport à toutes ces informations, donc là c'était les données d'herbier, donc particulièrement intéressantes pour nous, mais on avait aussi sollicité tous les partenaires locaux pour essayer d'avoir un peu toutes les données qu'ils avaient dans leur base de données. Donc au niveau du consortium, on n'a pas eu de soucis forcément, l'IRD, l'IAC, Endemia, on a pu avoir toutes les données. Au niveau des institutions, donc là aussi on a eu un très bon retour, il y a tout le monde qui a fourni les données, donc la province Nord c'est en cours. Donc je ne sais pas, ça vaudra peut-être le coup qu'on discute avec le représentant pour voir où est-ce que ça en est, parce que c'est vraiment des données qui sont très importantes dans le cadre du projet. Les bureaux d'études, voilà les bureaux d'études pour lesquels on a pu avoir des informations, donc soit directement, mais la plupart du temps plutôt via les entreprises minières, puisque c'était des études d'impact pour ces sociétés-là. Et donc voilà pour les entreprises minières, donc il y en a 3 qui ont donné les données sans souci. Donc en cours, on a la NMC, on a Montagna et on a KNS. Donc ça, s'il y a des représentants dans la salle, il faudra peut-être qu'on discute aussi de savoir où est-ce que ça en est. Et après, donc on a MKF pour lesquels on n'a pas trop de retour pour le moment. Donc voilà pour ce qui est des données et de leur agrégation, où est-ce qu'on en est. Du coup, je vais laisser Guillaume enchaîner sur la tâche numéro 3. Alors, j'ai hérité des trucs avec plein de choses dessus. Donc en effet, la tâche numéro 3, c'est une fois qu'on a tout intégré. Vous parlez bien fort. Ah oui, parce que maintenant il y a des autres gens. Une fois qu'on a tout cet ensemble de données, comme ça provient de plein de bases de données différentes, etc., c'est pas toujours ordonné de la même manière, c'est pas toujours les mêmes orthographes, c'est pas toujours pareil. Et donc du coup, il s'agit de ce qui est le nettoyage primaire ici, c'est de commencer à nous mettre tout en ordre pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable en fait.
Donc ça passe par différentes étapes, je ne vais pas forcément tout détailler ici, mais déjà un premier truc, comme quand on parle d'herbier, en général on parle du nom du collecteur et du numéro de collecte, c'est comme ça qu'on se retrouve. Donc la première chose à faire, c'était de mettre tous les orthographes de noms de collecteurs pareil. Donc ça déjà ça prend du temps. Ensuite, normalisation des dates, ça peut être des informations importantes. On a procédé à ça, qui nous permet de travailler beaucoup plus vite après, c'est-à-dire que on reconstruit les liens directs vers les sites internet des herbiers, comme ça on a juste à cliquer et puis ça affiche le scan quand il est disponible. Ça paraît tout bête, mais en fait ça nous fait gagner un temps fou, quoi. Les orthographes de localité, parce qu'il y a, en fonction de la langue de la personne qui a saisi la donnée, souvent c'est pas écrit pareil alors que c'est le même endroit. Donc ça permet de réduire et de rendre plus efficace le travail, quoi. De là, il s'est agi de géolocaliser l'ensemble de nos données. Donc il y en avait 56 000. Sur ces 56 000, il y a environ 20% qui n'avaient pas de localisation GPS. Et donc ça, il a fallu les retrouver. Donc quand c'est des vieilles localités, c'est pas forcément évident. On s'est appuyé sur tout un tas de vieilles cartes et de vieux récits de voyage des différents botanistes, de la carte de M. Balançin qui est ici. C'est très intéressant parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'il allait et lui donner des noms qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Et donc tout ça, tous ces différents traitements nous ont permis aujourd'hui d'avoir un jeu de données qui est à 100% géolocalisé avec une précision qui est quand même relativement honnête, sachant que là où c'est pas très très propre, on a mis on a indiqué, en fait on s'est donné une espèce de barème de précision sur les données pour garder cette information là quand même. Ensuite, ça a été consolidé, alors ça c'est comme ça. En fait, à partir de là, on a extrait une liste de noms de localités pertinents, et à partir de cette liste-là, on interroge la base de données, et là par exemple, le mot-clé c'est forêt nord. Donc en fait, dans le jeu de données à la base, quand on tapait forêt nord, ça donnait ça. Donc c'est un peu éclaté, sachant que la forêt nord c'est là, donc ça se voit. Et donc du coup, tout le jeu, ça a été de mettre tous ces points aberrants, de les replacer au bon endroit. Là, c'est ce que j'ai mis ici. L'idée, c'était sur plus de 56 000 données, on n'allait pas faire ça une par une. C'était vraiment une idée de fiabiliser au maximum, et toujours dans ce compromis entre la pertinence et le temps passé, quoi. Bon, à la fin, on a quand même pour l'ensemble de tout notre jeu de données des choses qui ressemblent à ça pour chacune des localités. Si on cherche le mont Karala par exemple, et maintenant il y a tout qui est sur la montagne, mais aux altitudes qu'il faut si c'est possible. Ensuite, il y a eu différents petits trucs annexes, par exemple l'herbier de Genève. Alors eux, ils avaient un seul point de géolocalisation pour toute la Calédonie, c'est vers Canala. Donc là, il a fallu éclater, replacer au bon endroit. Les cartes de Balança, c'est intéressant parce que ça a été quand même un des premiers grands collecteurs ici. Donc on a essayé de replacer au mieux les collectes qu'il avait pu faire, quoi. Ensuite, une fois la phase de géolocalisation terminée, on est passé sur la taxonomie, et donc l'idée était l'idée toujours parce qu'on n'a pas fini, d'avoir un jeu de données qui est identifié à l'espèce pour l'ensemble des taxons. Je pense pas que ce sera possible, mais on va s'en approcher au maximum. Et donc c'est passé par différentes étapes là encore, puisque étant donné qu'on a des échantillons qui viennent de plein de sources différentes, on a pu faire des comparaisons 2 à 2. Et par exemple un échantillon qui n'est pas identifié ici, il est à Paris, et donc du coup on peut directement, quand on a une relative fiabilité sur la personne qui a fait cette détermination, on peut se dire ok, cet échantillon-là, c'est la même espèce, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de traitements que j'ai vraiment pas détaillés ici, qui nous ont permis de réduire ce nombre de données mal ou indéterminées. Et puis il y a eu aussi, comme je disais David, des déterminations par l'équipe projet. Donc il y en a eu on en a un peu tous fait. David est parti à l'herbier à Paris pour en faire aussi là-bas. Moi j'en ai fait sur Scan ici ou sur le matériel. Et par groupe, j'attends toujours des réponses de certains. Donc voilà, c'est une tâche qui avance et qui est quand même pas mal. On va dire qu'on en est à 90% du travail à ce niveau-là, sachant que les 10% qui restent, c'est des groupes qu'on sait être très compliqués, et donc il y a des spécialistes qui sont en train de travailler dessus, et malheureusement c'est
c'est plus tellement à nous de le faire, il faut qu'on attende que eux aient terminé leur travail pour pouvoir aller vraiment au bout de cette tâche-là, quoi. Et le dernier truc qui a été fait ce mois-ci, ça a été la mise en synonymie des différents noms. Vous savez qu'en taxonomie, les noms changent régulièrement. Là encore, il y a une question d'orthographe, les noms d'auteurs ne sont pas écrits partout pareil, il y a certains noms qui ne sont pas toujours écrits pareil, des noms d'espèces. Et donc du coup, ça a été d'homogénéiser tout ça, et donc là on voit que là où on avait plus de 5000 noms différents au départ, on a réduit cette liste-là à 3500 noms, là encore, sachant que certains groupes sont en cours de révision par des spécialistes et donc n'ont pas pu être traités, quoi. Donc ça nous amène au premier gros résultat intermédiaire de cette première année de travail. Comme j'ai dit, on a 100% des occurrences qui sont géolocalisées. Nos données couvrent plus de 3500 noms de taxons, dont 1880 sont des taxons acceptés dans Florical, qui est le référentiel taxonomique de Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est 68% de la flore endémique de Nouvelle-Calédonie. Si on réduit ça à la flore endémique ultramafique de Nouvelle-Calédonie, on couvre plus de 85% de cette flore-là. Donc ça veut dire que sur les 50% du territoire de la surface du massif ultramafique global, en surface de notre aire d'étude, on arrive à couvrir plus de 85%. J'ai fait une petite analyse comme ça vite fait, et en gros, les 15% qui restent, c'est pour la plupart des taxons micro-endémiques, mais qui ne sont pas micro-endémiques de notre zone d'étude. Il n'y a pas que ça, mais en grande partie. Et au cours de ce travail-là, on a eu aussi, dans les différentes phases d'identification, etc., on a eu un travail de taxonomie là où toute l'équipe s'est entièrement impliquée via les différents groupes que les différentes personnes maîtrisent le mieux. Et on en est arrivé à environ une trentaine d'espèces potentiellement nouvelles, c'est-à-dire qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que ça correspond à rien qui a déjà été décrit, et donc qui ont été identifiés au cours de ce projet ou qu'on soupçonnait déjà, et puis on a un peu consolidé l'analyse à ce moment-là. Donc là vous avez quelques exemples, juste histoire d'imager un petit peu la chose. Et les points rouges sur la carte, c'est les points sur lesquels ces espèces-là sont présentes. Ça veut dire que parfois il y a plus d'un point par espèce, quoi. Et donc on voit que sur l'ensemble, en fait, sur toutes les zones, il y en a. Donc là on arrive sur les phases 4 et 5, donc qui n'ont pas encore démarré, qu'on espère faire commencer, je pense, l'année prochaine, début 2021. Et donc là ça va vraiment être le traitement de toute cette information pour produire les évaluations dans la liste rouge de l'UICN. Donc en fait ce qu'il va falloir faire, ce qui prend le plus de temps évidemment, c'est le traitement de la base de données, le toilettage de cette base de données, la géolocalisation, l'expertise botanique aussi, pour vraiment mettre des noms fiables sur tous les spécimens qui sont examinés. Mais après ça, il va falloir faire un filtrage dans cette liste pour ne retenir que les taxons qui seront les plus menacés. Donc là pour ça le critère qui a été retenu c'est 7 localités. Pas au sens de l'UICN, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est déterminer des groupes de taxons qui sont suffisamment cohérents, car comme l'a dit Guillaume, on a des familles ou des genres qui peuvent être assez complexes, où on a des espèces qui sont proches les unes des autres, et donc forcément on augmenterait le risque d'erreur si on examinait les espèces une par une. Donc on a plutôt intérêt à travailler par ensemble taxonomique pour avoir l'ensemble d'un genre ou l'ensemble d'une famille et pouvoir examiner les espèces toutes ensemble. C'est comme ça qu'on va avoir l'étude la plus fiable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là encore une fois, on va moissonner de la donnée, donc la donnée préparée par Guillaume et puis des données aussi issues des partenaires localement. Et à nouveau, on va faire un travail de fiabilisation en géolocalisant ces informations. Et ensuite, on va faire une préévaluation. Donc la préévaluation, ce sera en comité restreint avec l'équipe projet, où on va appliquer la méthodologie de l'UICN. Donc c'est toute une série de critères qui sont plus ou moins précis, que je ne vous présente pas là, mais qui nous permettent d'aboutir à de premières catégories. Donc ces catégories, c'est les catégories qui sont dans la liste rouge et qui sont appliquées internationalement. Donc
les catégories sont les suivantes. Ça va de données insuffisantes pour signaler les espèces qui ne sont pas suffisamment connues pour évaluer leur degré de menace, leur risque d'extinction à moyen terme. Ensuite, on a des catégories d'espèces qui sont considérées comme non menacées, donc préoccupation mineure et quasi menacées. Et ensuite, là, dans le cadre rouge en pointillé, là, vous avez 3 catégories dont on a déjà parlé et qui représentent les espèces qu'on considère menacées au sens de la liste rouge. Donc ça va par niveau de menace croissant, de vulnérable à en danger, puis à en danger critique. Et ensuite, vous avez les espèces qu'on considère comme éteintes, soit à l'état sauvage, donc qui sont maintenues ex situ, ou alors les espèces qui sont éteintes tout court. Donc une fois que la préévaluation elle a été faite, on va organiser des ateliers d'évaluation où là pour le coup on sera un peu plus nombreux. En général on est 10-15 à ces ateliers, donc on réunit la fine fleur des botanistes du territoire et éventuellement des botanistes de l'extérieur quand on peut les avoir avec nous, parce que la liste rouge c'est un processus collégial. L'attribution d'une catégorie liste rouge à une espèce, c'est quelque chose qui se fait au terme d'une discussion où chacun partage ses expériences de terrain, etc. L'équipe, nous-mêmes et l'équipe projet qui faisons la préévaluation va également partager ses conclusions, enfin ses propositions plutôt de catégories. Et donc on va se répartir toutes les espèces qu'on aura choisies sur plusieurs ateliers d'évaluation. Donc on en fait en général 5, 6, 7 dans l'année. On se réunit sur une journée et tous ensemble on passe en revue les espèces une par une avec l'ensemble des informations dont on dispose pour leur attribuer une catégorie, des critères, définir quelles sont les menaces, bien s'accorder sur les habitats, les menaces qui pèsent sur ces habitats, etc. Ensuite, une fois que cet atelier a eu lieu, le travail n'est pas fini, loin de là d'ailleurs, puisque donc avec Jean Drilla, donc l'équipe Endémia liste rouge à strictement parler, on va rédiger ces évaluations, on va retoiletter éventuellement le jeu de données s'il y a besoin, et donc ça c'est rédigé en français et en anglais. Les données sont mises au format pour envoi à l'UICN, et donc là, eux, ils vont effectuer une relecture méthodologique. Nous, on est les garants localement de la méthodologie de l'UICN, c'est-à-dire qu'on a reçu l'agrément de l'UICN pour faire ça, mais il n'empêche que eux, ils ont évidemment une maîtrise qui est encore supérieure à la nôtre de la méthodologie, donc eux, ils refont une relecture méthodologique de tout ça, sachant qu'avant ça, nous, on aura fait aussi une révision par un expert extérieur, donc qui n'aura pas été présent à l'atelier, encore une fois, pour garantir une pluralité des regards et des expertises. Donc tout ça, c'est un processus qui peut être assez long. Là, on est clairement dans la partie la plus ingrate, on va dire, la partie de traitement de la base de données. Mais disons qu'il faut compter, pour avoir une validation locale, il faut compter quelques mois après l'atelier, et après, une fois que ça a été mis au format et envoyé à l'UICN, on peut compter encore quelques mois supplémentaires. Donc la validation ultime des résultats de la liste rouge, ça sera peut-être aux environs d'1 an après l'atelier, mais on peut déjà, avant ça, aboutir à une validation locale des résultats qu'on publie sur le site Endémia et qui peut être prise en compte déjà localement, notamment pour la mise à jour des codes de l'environnement. Donc ça, c'est la partie du travail qui démarrera l'année prochaine. Je repasse la parole à Lisa. Donc je vais terminer sur les 2 dernières tâches. Donc la tâche numéro 6 qu'on a peut-être appelée un peu pompeusement synthèse bibliographique. Dans l'appel à projet, il y avait cette tâche qui était d'arriver à faire des recommandations pour la gestion des espèces rares et menacées sur les sites miniers. Donc l'objectif de cette tâche, c'est d'essayer aussi de partir des pratiques internationales qu'est-ce qui se fait ailleurs en matière de gestion d'espèces rares et menacées, que ce soit bien évidemment sur des sites miniers, mais également en dehors de sites miniers. Donc essayer de faire cette étude inventaire bibliographique de ce qui se fait à l'international, voir quelles sont les pratiques qui sont intéressantes et qui pourraient être appliquées localement, et donc aussi de voir quelles sont les pratiques locales actuelles à la fois par les mineurs pour la gestion de ces espèces rares et menacées,
de voir également les travaux qui ont été conduits localement par les instituts de recherche, notamment sur ces espèces rares et menacées. Donc l'objectif, c'est d'arriver à faire une synthèse de tout ça et pouvoir avoir des préconisations pour la gestion de ces espèces rares et menacées, donc avoir un cadre global sur la gestion des espèces menacées des sites miniers. Essayer aussi, espèce par espèce, de faire une synthèse de ce qui s'est fait par le passé pour voir où on en est des pratiques. Il y a un certain nombre d'espèces maintenant qui sont bien maîtrisées par les pépiniéristes et par les mineurs, et donc qui sont couramment. Donc voilà, essayer de faire le bilan de tout ça. In fine, on arrivera à prioriser les espèces qui nécessiteront le plus de travaux en termes d'études de multiplication, de multiplication et de réimplantation. Et donc cette priorisation, ça déterminera aussi les futurs travaux de recherche ou d'expertise qui pourraient être conduits par les instituts ou par les mineurs. Donc on est vraiment dans cet objectif-là de pouvoir répondre à l'appel à projet sur ce cahier des charges pour essayer au mieux d'accompagner les mineurs, la DIMINC et les provinces en charge de l'environnement sur ces questions-là. Et donc la tâche numéro 7 qu'on avait appelée complément de connaissances, donc qui a été, donc comme je l'ai dit au début, qui n'a pas été financée parce que dans l'enveloppe des 20 millions, on ne pouvait pas s'engager à faire tout ce travail essentiellement d'amélioration, de travail de terrain, amélioration des connaissances écologiques et phénologiques, parce que c'est un travail de longue haleine. Je pense que les mineurs ici présents, les bureaux d'études savent ce que c'est que de régulièrement, tous les 2 mois, aller sur place, faire l'inventaire, regarder le stade phénologique de chaque espèce, de collecter des semences au bon moment de maturité, de faire les essais de multiplication, de culture, et puis de rédiger les itinéraires techniques. Enfin, ce processus, il prend du temps. Donc comme ce volet n'a pas pu être financé, on en avait parlé à la réunion de démarrage l'année dernière, on avait imaginé qu'on pourrait avoir un complément de financement pour effectuer cette tâche numéro 7, avec les différents mineurs qui auraient pu contribuer à un pot commun qui serait passé par le projet, par le CNRT, dans le cadre du projet. Donc a priori ça ne sera pas forcément possible de passer par ce schéma de financement groupé des mineurs via le CNRT ou un autre système de regroupement de financement afin de mener ces travaux. Donc ce qui pourra se faire, donc du coup ça sera plutôt du bilatéral, hein, ce qui s'est fait par le passé, ce qui se fait toujours actuellement. Donc c'est les mineurs afin de se mettre en règle par rapport à leurs obligations réglementaires, donc les espèces sensibles de la liste des espèces sensibles de la DIMINC ou les espèces protégées des codes de l'environnement. Donc chacun va faire un petit peu son marché auprès des instituts, des bureaux d'études pour essayer de parvenir, ou même en interne dans chaque filière, pour parvenir à répondre aux objectifs, aux contraintes réglementaires sur ces espèces menacées. Donc voilà, donc nous au niveau des organismes, évidemment, pas travailler en bilatéral sans arrêt avec des financements qui sont assez petits sur du court terme, en termes de gestion de conventions, de gestion administrative, de gestion de personnel, de compétences, parce que une fois qu'on a formé des personnes pour répondre à ces demandes, il y a toujours un problème pour pouvoir pérenniser ce genre de poste. Donc actuellement, donc il y a fait, notamment quand il y avait Bruno avant la guerre, il y a eu pas mal d'études qui ont été conduites par l'IAC. Donc il y a une possibilité de discussion sur comment on s'organise pour répondre à cette tâche globalement. Donc ça fait 1 an que le projet est commencé. La liste des espèces menacées n'est pas encore du coup complètement finalisée, mais il y a un moment donné, donc j'en discutais hier avec France, on essaiera de se mettre autour de la table avec la DIMINC, les provinces et les mineurs pour justement hiérarchiser, prioriser les espèces les plus rares et menacées et voir comment
comment on pourra répondre concrètement aux études de multiplication culture de ces espèces menacées. Donc ça, pour la mise en œuvre, évidemment, elle peut passer que ce soit par l'IAC, par l'université, par des bureaux d'études. Et il y a également le projet de conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie qui est en discussion, qui est en mise en place. Je pense que Claire en parlera peut-être. Donc il y a différentes structures, il y a différentes qui peuvent participer à aller dans ce sens de multiplication des espèces rares et menacées. Donc le problème aussi, c'est de pouvoir bancariser, homogénéiser tous ces travaux et les partager pour que l'ensemble des collectivités, des mineurs puissent avoir accès aux travaux qui sont conduits par l'un ou par l'autre sur le financement, etc. Donc voilà, après il y a le problème de qui centralise, qui bancarise et qui coordonne cette tâche, que ce soit l'IAC, le CEN, le futur conservatoire botanique. Voilà en gros la problématique qu'il y a sur cette tâche dont on peut discuter bien évidemment, puisque j'en ai fini avec la présentation. Merci de votre attention. Donc on a le temps pour des questions si vous avez des précisions à demander, pas seulement sur ce schéma, c'est la suite de l'histoire de l'expertise. Je voudrais réagir sur l'intervention de Gilles sur la fin, sur le fait que ce constat, j'ai presque envie de parler de constat d'échec, qui consiste à dire qu'on va repartir vers du bilatéral. Personnellement, ça fait plusieurs années que je défends auprès des mineurs, et ceux qui sont présents ici, le fait que travailler dans des conditions pareilles, c'est pas logique. On a réussi à monter tous ensemble ce projet sur les espèces rares, justement dans cet objectif-là, de ne plus avoir à travailler en bilatéral. Je trouverais très dommage que l'on fasse du bilatéral pour la partie multiplication, pour l'introduction des espèces. Je pense que dans cette dynamique actuelle de ce projet, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout cas, je trouve que celle qui est proposée là ne me convient pas. C'est mon avis. Je vais peut-être rajouter quelque chose sur la présentation qu'a fait Gildas de cette perspective, puisque finalement c'est en discussion. Donc on a entamé une discussion avec Admin, en fait, pour qu'à partir de la liste qu'on va établir donc, par ce projet-là, on puisse, au travers des obligations réglementaires, répartir l'effort qu'il y a à faire sur les espèces de façon cohérente, pour que chaque mineur ait une partie à faire, mais qui ne soit pas redondante avec un autre mineur, et que finalement on puisse couvrir toute la liste qui est nécessaire sur laquelle il est nécessaire de travailler. Donc ça c'est la partie répartition des moyens, mais en passant par les obligations réglementaires, c'est-à-dire en ayant des arrêtés révisés qui puissent disperser cet effort, répartir cet effort. Donc répartition des moyens et des ressources pour l'acquisition des connaissances. Néanmoins, pour l'instant, ça resterait du bilatéral, mais du bilatéral qui serait organisé en fait. Et après, ce qui est difficile, c'est de dire bon, tout l'effort d'acquisition de connaissances ou de mise en de rédaction de ces itinéraires techniques, bon, tout cet effort va être confié à un seul organisme. C'est un petit peu difficile à ce stade-là de dire ça. On laisserait la possibilité à différents organismes peut-être de faire, suivant le choix des mineurs, de faire ce travail-là, mais peut-être selon un protocole standard qui permettrait d'avoir un petit peu tout le temps la même chose. Mais c'est en réflexion. Donc ça, c'est la partie répartition des moyens et des ressources. Et après, ce qui est très important, c'est aussi de bancariser et de garder cette information à un seul endroit, de façon à ce qu'elle soit accessible à tout le monde.